tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir, dans le fond, à cette conférence midi de l'Institut d'éthique appliquée, dans le fond, sur un sujet qui est, je pense, plus que d'actualité présentement sur la détresse morale. Donc, ça me fait vraiment plaisir là, de pouvoir être avec vous ce midi pour cette formation avec des intervenants. Là, vraiment, là, on est chanceux de qualité. Donc, je vais demander, dans le fond, à ben, une des instigatrices, dans le fond, de cet événement-là, qui est Anna Morin, de vous présenter, dans le fond, la formation puis son équipe, puis à quoi s'attendre là, pour la prochaine heure et demie là, de conférence avec nous. Donc, Anna, je te souhaite, je te passe le micro. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'Institut d'éthique appliquée à nous donner cette opportunité-là de faire cette conférence midi. En fait, qu'on veut un partage un peu de nos réflexions sur le sujet suite à plusieurs constats que chacun d'entre nous a fait dans sa pratique. Puis vous allez voir, on a quand même des milieux de pratique assez différents aussi. En même temps, c'est aussi, on veut que ça soit un moment d'échange le plus possible. Donc, on a quand même prévu plusieurs moments durant la présentation où on s'attend à avoir des réflexions, des questions, des commentaires. Donc, on veut vraiment que ça soit aussi un moment d'échange. Donc, je vais partager mon écran. Pardon, excusez-moi pour tout le temps que je vous fais perdre. Donc, la détresse morale, qu'est-ce que c'est et peut-on s'en sortir? Et pour discuter de ce sujet, en fait, on a travaillé à plusieurs et l'idée, en fait, est venue lors d'une rencontre, discussion qu'on a faite à l'Observatoire éthique et santé, mais Andrew pourra peut-être en parler vers la fin de cette rencontre d'aujourd'hui. Et donc, suite à cette rencontre-là, on s'est dit, il y a matière à réflexion un peu plus, on veut pousser un peu plus ce sujet-là, puis peut-être se donner un lieu de rencontre où on peut y réfléchir un peu plus ensemble. Donc, on a Amélie Beausoleil, qui est psychologue, neuropsychologue, elle est conseillère en éthique en psychogériatrie. Moi-même, je suis conseillère en éthique au CIS de Chaudière-Appalaches. Andréane Talbot, aussi professionnelle au CIS de Chaudière-Appalaches au bureau de l'éthique, mais aussi étudiante à la maîtrise en éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke et son sujet de maîtrise, c'est la souffrance éthique. Félix Pajot, docteur Pajot, est aussi, il a une maîtrise en philosophie, il est gériatre et maintenant il est chercheur associé à l'Institut d'éthique biomédicale à l'Université de Bâle. Et Marie-France, qui n'est pas avec nous, mais qui a contribué au contenu de cette présentation-là. Marie-France Simon est psychologue, neuropsychologue, elle est membre d'un des comités d'éthique clinique du CIS Chaudière-Appalaches. Donc, on n'a pas de conflit d'intérêt à déclarer. Les objectifs, comme je disais, c'est de mieux comprendre le concept de détresse morale et son application et aussi d'identifier des pistes de solutions pour la diminuer. Alors, le plan, c'est, je vais vous faire une petite introduction. Pour la suite, Andréane va vous parler de la détresse morale, repères et définition. Par la suite, on va essayer de situer la détresse morale par rapport à la détresse psychologique et la santé mentale avec Amélie. Et finalement, aller dans les pistes de solutions à différents niveaux et d'action possibles avec Félix. Mais avant de commencer, je vous inviterai à aller cliquer sur ce lien-là que Sandra va vous mettre dans l'outil conversation et on va voir ensemble, moi je vais aller voir les résultats au fur et à mesure que vous répondez. C'est un peu de voir où on se situe par rapport à la détresse morale dans l'audience. Donc, ça ne sera pas long. Ça ne fonctionne pas, le lien. Ça sera... Le lien ne fonctionne pas? Non, ça ne sera pas long. Je vais, dans le fond, si tu veux continuer, Anna, je vais écrire le lien tranquillement. Et si je le mets comme ça? J'ai essayé, moi. Ah, Peut-être copier parfait, les ça fonctionne, c'est bon.
Ça C'est marche? comme si c'était une image, puis il ne voulait pas embarquer. Parfait. Merci, Anna. Donc, vous avez le lien si vous voulez aller cliquer sur le lien pour remplir le questionnaire. Il y a 3 questions. Donc, normalement, vous devez voir ça. Que connaissez-vous de la détresse? Puis, vous avez 3 questions. La détresse, est-ce qu'elle est liée à la compétence du personnel de santé? Ensuite, est-ce que c'est un synonyme du burn-out? Et troisième, est-ce que c'est de la responsabilité individuelle de régler la détresse morale? Puis, pour chacune, j'aimerais ça qu'on me dise si c'est vrai ou faux. Donc là, on voit, on a déjà 11 réponses, 12. Ça a l'air de fonctionner. 14. Je vais aller voir. Donc, pour la détresse morale, est-ce que c'est lié à la compétence du personnel? Non, c'est faux. Donc, la détresse morale est un synonyme pour certains. Oui, il est vrai, il est de la responsabilité individuelle de régler. Attendez, hop, ça a bougé. La détresse morale, c'est faux. Alors, je vais retourner à mon PowerPoint. Est-ce que vous voyez toujours mon PowerPoint? On commence à prendre des habitudes en ligne, puis moi, je les ai prises dernièrement avec Teams. Ça Là, marche? présentement, on voit le questionnaire. Parfait. OK. Alors, je vais reprendre. C'est bon. Je vais. Merci, Sandra. Il n'y a pas de problème. Donc, je retourne ici. Alors, c'était ça pour les résultats. Donc, petite introduction, en fait, comme je le disais un peu plus tôt. Mais avant ça, la précision, c'est que le terme qu'on utilise dans cette présentation tout au long, c'est travailleurs de la santé, mais bien sûr, ça inclut l'ensemble des personnes qui œuvrent dans le réseau de la santé, donc autant au niveau clinique, logistique, administratif, technique, donc tout le monde qui est impliqué. Donc, au niveau pour l'introduction, pourquoi avoir décidé en fait de faire cette conférence midi? C'est qu'on a entendu, en tout cas nous, sur le terrain de l'éthique clinique, beaucoup de situations, beaucoup de moments, beaucoup de partages. Puis je pense que mes collègues, s'il y en a dans l'audience qui sont en éthique clinique, vont sûrement être d'accord avec moi, où on voit des situations de souffrance, de détresse. Et ce qu'on a aussi constaté dans plusieurs discussions, réflexions, même en comité d'éthique, de notre côté notamment, c'est on voyait que les gens, ils ne savaient pas nécessairement qu'est-ce que c'est. Puis quand certaines personnes avaient l'occasion, par exemple, de suivre une formation, puis pour ne pas nommer Félix Pajot qui en a donné une justement au CEQ, on voyait que les gens suite à ça, se disaient « Ah, OK, c'est ça que je vis. » Donc, une fois, on voyait que ça répondait déjà à un besoin de revenir sur qu'est-ce que c'est la détresse morale, puis après, aller voir qu'est-ce qu'on peut imaginer comme situation, comment on peut y répondre, si on peut y répondre. Hein. C'était aussi le thème de la question un peu de notre présentation. Donc, pour se mettre dans le contexte de la pandémie, puis c'est sûr que cette présentation-là, elle est dans le contexte de la pandémie, on ne peut pas y faire fi, mais on sait aussi que la détresse morale, elle n'est pas juste reliée à la pandémie. Donc, en temps de pandémie, bien sûr, ce qu'on peut de façon générale dire, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme. Donc, les valeurs qui sont priorisées présentement dans la société, elles sont axées sur la sécurité et la protection afin de diminuer la transmission du virus et de protéger le plus grand nombre. Okay. Donc, l'équilibre entre l'autonomie de la personne et la maximisation des bénéfices, c'est quelque chose qui caractérise pas mal beaucoup de décisions et de situations actuellement en temps de pandémie pour les travailleurs de la santé. Mais bien sûr, je pense qu'une bonne partie des réflexions qu'on va partager avec vous aujourd'hui et qu'on va faire ensemble aussi peuvent aussi répondre à d'autres situations, à d'autres contextes actuellement dans la société. Donc, le stresseur que les travailleurs de la santé vivent maintenant depuis plus d'un an maintenant, c'est bien sûr la peur de contracter le virus, la peur de le transmettre aux autres. Puis quand on parle de transmission, c'est autant pour les usagers avec qui ils sont en contact que les proches.
Il y a aussi une diminution du contact humain avec tous les équipements de protection individuelle que les travailleurs de la santé doivent utiliser. Les repères sont diffus. Hein? On a entendu des questions de on ne sait plus où voir, quelles normes on applique en termes de déontologie, qu'est-ce qui s'applique, donc tout ça. Puis aussi, par exemple, au niveau de la vaccination, hein, la vaccination n'est pas obligatoire, mais en même temps, on incite quand même pas mal à aller là. Il y a toute l'histoire du dépistage de la COVID, et on a entendu des témoignages où, en perte de repères, les gens peuvent aller jusqu'à faire soit de la vaccination forcée, soit du dépistage forcé. Il y a bien sûr des craintes de manquer de ressources humaines et matérielles, puis on en manque, c'est pas juste des craintes. L'imprévisibilité du contexte change, donc souvent rapidement, on voit on sort de la deuxième vague, on rentre dans la troisième. Le contexte normatif change beaucoup aussi, une augmentation de charge de travail. En termes un peu plus peut-être précis de contexte, mais on a eu toutes les discussions qui ont eu lieu aussi dans l'espace public par rapport aux restrictions des visites. Et aussi d'autres peut-être, puis là c'est juste pour en donner quelques exemples, parce que bien sûr on pourrait passer peut-être 1 heure à juste énumérer tout ce que les travailleurs de la santé vivent maintenant, mais aussi tout le phénomène de délestage, des travailleurs qui sont peu formés, qui sont peu accompagnés, qui vont devoir changer de milieu de pratique, les lignes directrices autant normatives mais même sur le plan éthique sont manquantes, surtout initialement. Après, au niveau des obligations professionnelles, je le disais un peu plus tôt, on dirait que c'est tellement déstabilisant, toutes les directives qui tombent à tous les jours que par moment, on peut presque oublier quelles sont nos obligations professionnelles de façon générale. Puis là, juste pour donner un exemple, c'était le secret professionnel en lien avec la diminution de la propagation du virus, mais aussi tout ce qui est en lien aussi au jugement clinique. Hein, ça devient très confrontant parce qu'il y a pas ou très peu de place pour la prise de décision en contexte comme le jugement clinique le veut, dans un contexte de directive sanitaire qui change aussi assez vite. La frontière entre la vie privée et la vie professionnelle s'efface aussi, notamment en termes de contamination. Le milieu de vie versus milieu de soins. Là, il y a aussi, on a vu dans les milieux, les résidences, les résidences pour les personnes âgées, aussi, les centres d'hébergement. Il y avait un clash de culture entre ce qu'on on peut promouvoir en termes de soins versus c'est quoi un milieu de vie. Et aussi, par exemple, le fait que dans le langage qu'on utilise, ça aussi c'est très intéressant, on va mettre l'accent sur le besoin de bras plutôt que la qualité de soins. On a aussi remarqué tous un vocabulaire de guerre qui a été utilisé, hein, on parle, puis utilisé encore, on parle de combat, d'entrée en guerre. En même temps, les travailleurs de la santé sont vus comme des anges. Puis aussi, un vocabulaire, bien sûr, de protection. Donc là, on est en mode protection. On parlait beaucoup de protection du système de la santé, mais on parle aussi de protection du personnel, des travailleurs de la santé. Et tout ça dans un contexte où la reconnaissance du personnel et des travailleurs de la santé par la société n'est pas nécessairement toujours évidente parce que, bon, on va avoir toutes les réflexions, notamment sur les réseaux sociaux, où il y a des gens qui soit croient pas à la pandémie, soit... Donc, ça rentre en conflit, ou en tout cas ça vient heurter pas mal les travailleurs de la santé qui font des efforts dans leur milieu de travail, dans un contexte très difficile. Donc voilà, c'est comme je dis, c'est juste quelques exemples de stresseurs qui peuvent probablement amener à de la détresse morale, mais je vais laisser la place à Andréane pour nous parler de c'est quoi la détresse morale, donner quelques repères et définitions. Andréane? Oui, merci Anna. C'est un bon résumé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en ce moment en temps de pandémie.
Je vais faire peut-être un aspect plus conceptuel autour de la détresse morale. Si Anna, tu veux passer à la prochaine diapositive. Quelques repères et définitions. Dans le fond, c'est un terme qui a été utilisé en sciences infirmières pour la première fois par Andrew Jameson en 1984. Donc, on peut voir que ce n'est pas nécessairement un concept qui est nouveau. Dans les débuts, là, Andrew Jameson définissait la détresse morale comme étant le fait qu'une personne connaît la bonne action morale à poser, mais ne peut pas le faire en raison de contraintes institutionnelles ou organisationnelles, donc empêcher d'agir dans le fond. Ça vient chercher des croyances et des valeurs de la personne, donc c'est vraiment l'aspect moral et éthique. Puis il faut dire, comme je disais tantôt, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, mais clairement que le contexte de la pandémie a exacerbé les contraintes, les situations complexes et difficiles sur le terrain, donc en même temps a augmenté la détresse morale des travailleurs de la santé. Au niveau des définitions, la définition la plus répandue, la plus commune, si on peut dire, c'est celle présentée par Jameson tout à l'heure. C'est le fait d'être contraint de ne pas pouvoir agir de la bonne façon ou de la façon qu'on pense la meilleure dans la situation. Sauf que c'est ça en fait qui entraîne un déséquilibre psychologique et un sentiment négatif. Donc, de ne pas pouvoir agir selon sa conscience morale, d'être présent de contraintes qui nous empêchent d'agir souvent pour l'usager, d'agir le mieux pour l'usager dans la situation, c'est souvent ça qui entraîne la détresse morale. Par contre, depuis quelques années, en fait, en 2020, Morley et ses collègues ont fait une recherche qui présentait peut-être une définition plus large de la détresse morale qui incluait d'autres types de situations qui pouvaient entraîner de la détresse morale. Donc, Morley définit plus la détresse morale comme étant une détresse psychologique vécue lors d'un événement moral difficile ou lors d'une situation complexe et un événement moral difficile. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces deux éléments-là. Et ça permet d'élargir le sens de la détresse morale qu'on va utiliser pour repérer, en fait, quand les gens en vivent. C'est vraiment plus en fonction de l'expérience morale et non pas nécessairement en lien avec la contrainte. Morley et ses collègues ont déterminé 5 types, à partir de la recherche qu'ils ont faite en 2020, ils ont déterminé 5 types d'événements moraux qui pouvaient entraîner de la détresse morale. La première, c'est la contrainte morale, qui rejoint vraiment la définition la plus commune qu'on entend et qu'on va aborder aujourd'hui aussi. Mais je trouvais quand même intéressant de présenter peut-être les autres types de situations. L'autre événement moral, c'est l'incertitude morale. Ça, c'est vraiment quand on n'est pas certain à propos de la meilleure chose à faire dans une situation qui peut entraîner aussi une détresse ou une souffrance importante. Il y a aussi le dilemme moral qui est peut-être formulé par Jameson. Jameson le présentait comme étant quelque chose qui peut entraîner, oui, un certain stress, mais pas nécessairement de la détresse comme peut le présenter Morley et ses collègues. Fait que c'est vraiment d'être incapable de choisir parmi plusieurs options. Donc, c'est 2 ou plus options qui rendent la situation difficile. Puis, le fait de ne pas être capable de choisir, de déterminer la meilleure option, c'est ça qui peut entraîner aussi la détresse morale. L'autre type de situation, c'est la tension morale. Ça, c'est vraiment quand une personne vit une tension par rapport à une décision qui est prise, par exemple, par un collègue professionnel ou par d'autres décideurs, puis elle n'est pas en mesure de dire que cette décision-là ne convient pas. Donc, elle se sent vraiment en tension interne en tension morale interne par rapport à la décision qui est prise. Alors que le dernier, le conflit moral, c'est un petit peu une tension morale, mais qui est exprimée. Donc, ça va créer un conflit à propos de la meilleure action à prendre. Ça peut être au niveau, par exemple, de professionnels qui ne sont pas d'accord sur la meilleure chose à faire pour le patient. Donc, ça serait un conflit moral. Ça peut être aussi en lien avec la famille, par exemple. Ce n'est pas nécessairement juste en lien avec des professionnels, mais c'est 5 types de situations qui peuvent entraîner de la détresse morale. Il y a aussi des facteurs qui peuvent entraîner de la détresse morale. En fait, c'est des facteurs qui peuvent accentuer ou faciliter l'expérience des gens en situation. Donc, cette
cette typologie-là, c'est premièrement, il y a les facteurs systémiques, administratifs, économiques, et j'ai mis entre parenthèses sanitaires parce que, bon, on s'entend qu'en ce moment, tout ce qui est question de délestage, d'interdiction de visite et tout ça, c'est un peu plus en contexte sanitaire, mais ça n'enlève pas qu'en temps normal, en temps normal, je veux dire, en temps hors pandémie, il y a aussi des situations de pénurie de ressources humaines, il y a des situations de pénurie de matériel aussi qui peuvent rendre difficile certains soins, ça amène les intervenants à faire des choix parfois aussi. Donc, c'est tous des facteurs systémiques, un peu plus systémiques au niveau de l'organisation qui peuvent engendrer de la détresse morale. Au niveau organisationnel, ce qu'on entend par là, c'est un peu plus les facteurs qui peuvent faciliter ou non l'expérience des intervenants. Donc, tout ce qui est lié plus au climat de travail, à l'absence de dialogue, à l'absence d'écoute, de partage de la responsabilité morale, tout ce qui ne permet pas, en fait, de clarifier ou de dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau moral, ça peut rendre l'expérience encore plus difficile pour les intervenants. Et là, je dis les intervenants, en fait, les travailleurs de la santé, ça inclut aussi les gestionnaires et tout le personnel, tous les acteurs du milieu de la santé. On l'a nommé tantôt, le choc de culture entre les milieux de soins et le milieu de vie, ça aussi, c'est un aspect organisationnel assez important. Ensuite, les facteurs liés à l'évolution et au changement en médecine. Ça, en ce moment, peut-être que c'est moins abordé, mais c'est quand même très présent parce que depuis quelques années, il y a un changement au niveau du paternaliste en médecine qui amène une responsabilité, en fait, aux patients qui est plus présente, qui est plus les intervenants doivent composer avec une plus grande pluralité de perspectives morales et de perceptions. Donc, c'est de concilier tous ces différentes perspectives-là qui peuvent être difficiles, peuvent entraîner aussi, par exemple, tout ce qui est lié à sentir qu'on donne des soins alors que ça peut être perçu comme étant futile. Ça fait partie des facteurs plus liés à l'évolution et au changement en médecine. La définition de la qualité de vie, par exemple, ça peut être un aspect important au niveau de notre perception par rapport à ce qui devrait être fait par rapport à un usager. Les facteurs personnels, c'est plus au niveau de... Ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais c'est le fait qu'une personne pourrait être en conflit moral dans une situation alors que dans une autre situation, il n'y aurait pas nécessairement ce conflit-là. Une autre personne ne pourrait pas vivre un conflit moral dans la même situation, donc des divergences de perspectives. Et dans un autre niveau, ben, le fait que certaines composantes ou aspects personnels peuvent améliorer en fait ou faciliter lors de situations difficiles ou complexes, là, par exemple la sensibilité morale, s'adapter aux situations complexes, l'ouverture aux différentes visions aussi, ça fait partie des choses en fait qu'on va nommer résilience morale qui peuvent faciliter l'expérience vécue là, en lien avec la détresse morale. Et le dernier facteur, c'est l'autoréflexivité. Ça signifie un peu, on se doute un petit peu ce que ça veut dire, mais ça a été, en fait, ils disent que le fait d'avoir l'autoréflexivité, ça facilite tout ce que j'ai nommé en lien avec le facteur organisationnel, donc d'avoir de l'écoute, d'encourager le dialogue pour comprendre les perspectives de chacun, d'encourager les discussions constructives plutôt qu'accusatoires et victimisatrices. Ça aide en fait à dénouer certains nœuds puis à nommer certaines choses aussi qui sont difficiles. Et enfin, il y a certains facteurs de protection. Donc, le soutien social, la reconnaissance entre les pairs, l'entraide au travail et l'autonomie décisionnelle seraient des éléments qui faciliteraient, lors de situations complexes, là, qui faciliteraient la résolution ou en tout cas qui ferait en sorte que la détresse morale serait moins difficile à vivre. Ça pourrait désamorcer, en fait, la détresse morale. Enfin, les conséquences, là, je vais les aborder très brièvement parce que mes collègues vont peut-être les... en fait, il y en aurait plusieurs à dire, j'en ai pris quelques-unes, mais les conséquences de la détresse morale, ça peut amener une perte de sens au travail, ça peut amener une diminution de la capacité d'adaptation, ça peut amener des problèmes de santé mentale, ce que ma collègue va peut-être préciser tout à l'heure, Amélie. Ça amène une atteinte à l'intégrité. Il y a certains auteurs qui mentionnent ça dans leur conception de la détresse morale. Il y a une augmentation du risque d'erreur dans les soins prodigués. Il y aurait une immunisation émotionnelle. Ça veut dire qu'en gros, les
les intervenants, à force d'être confrontés à une situation moralement difficile, pourraient se détacher et venir à ne plus porter autant d'importance à ces situations-là, ce qui peut être assez dangereux dans une organisation de santé. Il y a un désengagement au travail qui est lié à cette minimisation émotionnelle et on voit même un plus grand taux d'abandon de la profession en santé et services sociaux. Oui. Bon, mais vas-y, Amélie. Oui, alors, écoutez, juste pour aussi revenir à quelque chose qu'on vient de dire, hein, c'est pas une étude en tant que telle qu'on a faite, donc c'est vraiment nos observations, nos lectures, nos collaborations, nos impressions, nos réflexions. Alors, il y a quelque chose sur lequel nous, on veut vraiment attirer l'attention, c'est de faire un constat comme de quoi il semble y avoir une différence entre la détresse morale et la détresse psychologique. OK, mais il y a certainement des études à faire là-dessus, je vous le dis tout de suite. C'est très difficile de trouver présentement est-ce qu'il y a vraiment un construit qui est différent de l'autre construit, mais ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'il y a une différence à faire et elle est importante pour nous parce que cette différence-là va peut-être permettre à la personne de se trouver des pistes de solutions pour s'en sortir qui vont être un peu plus pertinentes et novatrices. Donc, la première chose qu'on veut dire par rapport à tout ça, c'est de bien comprendre que la détresse morale, ce n'est pas un trouble de santé mentale. OK? On n'est pas dans le diagnostic, on n'est pas dans la maladie psychiatrique, absolument pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Andréane nous a présenté 2 définitions de la détresse morale. Il y en a une qui est plus classique, où on fait état d'un déséquilibre, et il y en a une qui est plus large, où on dit que c'est une forme de détresse psychologique. Donc, moi, j'ai envie d'essayer de départager un petit peu tout ça en disant que la détresse morale, à notre avis, au départ, oui, c'est vécu comme un déséquilibre et il y a une réponse psychologique face à ce déséquilibre-là, OK? C'est comme la détresse morale, c'est comme une espèce de signal d'alarme. C'est un drapeau qui se lève. Donc, c'est sûr que c'est ressenti à l'intérieur de la personne, mais on a pas mal dans les genoux quand on vit de la détresse morale, on a mal à l'intérieur, mais il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui émerge de l'extérieur. Donc, pour les professionnels de la santé, les gens qui travaillent dans le réseau et ailleurs, c'est une détresse qui va vraiment impliquer des dimensions éthiques, okay, dans lesquelles un professionnel va avoir le sentiment de ne pas présenter tous les intérêts et valeurs en cause, et parfois, bien souvent, au-delà des siennes. Donc, c'est une souffrance une espèce de détresse qui va s'installer à voir ce qui se passe autour de nous, à voir à quel point on doit agir sous des espèces de contraintes qui font moins de sens pour le professionnel. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas une détresse psychologique qui émerge d'une situation interne. C'est important de sortir la problématique de l'individu pour lui permettre de se tourner vers le système qui est la source du problème. Si je peux faire un petit parallèle au niveau psychologique, je vous donne l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui pleure beaucoup, a perdu l'appétit, a perdu sa joie de vivre, fait de l'insomnie, a des idées sombres. Et c'est sûr que s'il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs, si c'est un peu flou, si ce n'est pas trop ce qui lui arrive, bien, on peut penser que là, on commence à entrer dans quelque chose qui ressemble à de la dépression. Et si on apprend qu'il a perdu son conjoint il n'y a pas tellement longtemps, bien, on va comprendre qu'on est dans le deuil, puis on ne va pas l'accompagner de la même manière. D'où l'importance de vraiment cibler la détresse morale pour savoir sur quoi on joue et c'est quoi les solutions qu'on doit apporter à cette problématique-là. Et ça nous apparaît aussi important d'essayer de faire la distinction entre la détresse morale et le burn-out. Le burn-out, c'est vraiment plus un syndrome d'épuisement professionnel. Et classiquement, on va dire qu'un burn-out origine essentiellement d'un manque de ressources internes chez la personne pour faire face à son environnement de travail. Donc, puisque le problème est d'abord et avant tout dans l'individu, en prenant ses limites et tout ça, la solution doit être appliquée à l'individu. Tandis que dans le cas de la détresse morale, il faut se tourner vers l'extérieur si on veut être capable de trouver des pistes de solutions. Alors, il reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait mal à l'intérieur, ça fait mal dans la personne. Des fois, on va même dire que ça fait mal à l'âme. Alors oui, on ne peut pas vraiment, je dirais, faire une coupure parfaite entre ça, c'est de la détresse morale et de la détresse psychologique, parce que, en fait, la détresse morale risque fort probablement de faire glisser la personne vers une détresse psychologique si elle ne s'en occupe pas. Donc, au départ, quand on vit une forme de détresse, quand on vit de la souffrance, qu'est-ce qu'on fait?
On va mettre en place des stratégies d'adaptation, c'est-à-dire des stratégies défensives qui, si elles sont bien adaptées, vont effectivement permettre à la personne de se préserver, de ne pas trop se faire mal, de ne pas trop souffrir. Par contre, quand la personne n'est pas capable d'identifier clairement la source du malaise, ce contre quoi elle se défend, chez les professionnels de la santé, surtout les professionnels de la santé qui font des soins, je dirais, actifs, ce qui va se passer comme mode de coping, c'est, par exemple, de se concentrer sur les soins physiques et la technique, puis de négliger les aspects plus psychosociaux. Et là, il peut opérer une certaine forme de détachement, une forme de passivité, de moi, je m'occupe de ça, puis le reste, je m'en préoccupe pas trop, pour avoir une espèce de mettre en place une espèce d'immunisation émotionnelle, pas trop sentir, pas trop que ça fasse mal, pour être capable de continuer à fonctionner. On peut même en venir à croire qu'on est forcé de donner des soins qui sont délétères, qui sont inadéquats. Et quand on embarque là-dedans, là, vraiment, on embarque dans des stratégies donc, qui ne sont pas adaptées et qui peuvent rapidement faire glisser la personne vers vraiment là, une détresse psychologique. Donc, il peut y avoir des choses comme de l'autopunition, manque d'indulgence envers soi-même, ça peut mener à de la toxicomanie, c'est ce qu'on a vu dans différents papiers. L'immunisation émotionnelle aussi peut en venir à créer une forme de perte de, comme Adrienne l'a dit tout à l'heure, ce qui n'est vraiment pas souhaitable pour les professions de la santé. Ça peut amener aussi à faire du présentéisme, c'est-à-dire une personne qui, pas qui s'absente du travail, qui se présente, mais qui peut-être aurait finalement été mieux de s'absenter parce qu'elle ne fait pas les tâches à la hauteur de ce qu'elle doit faire et de ce qu'on s'attend d'elle, ce qui va mener à des erreurs cliniques, ce qui en retour peut mener à un sentiment d'incompétence, à une perte de sens, à une perte de raison pratique. Pourquoi je fais ça finalement? Une perte d'identité professionnelle. Et là, vraiment, vous voyez qu'en quelque part, on a tous les ingrédients qui sont mis en place pour peut-être glisser vers de la dépression, vers des troubles anxieux, vers de la somatisation, donc vers de la détresse psychologique qui est là hautement significative. Et si on n'agit pas, étant donné le fait qu'au départ, la source du problème était quelque chose de l'ordre moral, bien, tout ce mélange de détresse-là peut en venir à créer une blessure morale qui est vraiment plus large, je dirais, qu'une détresse et qu'une blessure psychologique. La définition que l'on donne le plus communément à la blessure morale est la suivante. C'est une détresse psychologique, sociale et spirituelle qui résulte d'expériences au cours desquelles le soignant est amené à remettre en question son système de croyances morales ou éthiques, son sentiment d'identité professionnelle ou son sens du bien et du mal. Alors, vous voyez que c'est quand même assez important quand on rentre dans cette catégorie de bobo-là. Pourquoi j'essaie autant de départager tout ça, de sortir ça vraiment plus de la détresse psychologique, du burn-out et tout, c'est que quand on est professionnel de la santé, quand on est médecin, il y a une espèce il y a des résistances qui sont profondément ancrées là, dans la culture médicale et il faut peut-être sortir du modèle santé mentale pour pouvoir sortir de ces résistances-là. Hein? Les médecins, les professionnels de la santé, parfois, il y a une forme de stoïcisme hein, qu'il faut afficher une image de professionnalisme. Ben, je suis capable d'en prendre. Si cette souffrance-là m'empêche de fonctionner, franchement, je ne suis pas faite pour le travail. Donc, il peut y avoir une espèce de tendance au déni, hein, de nier qu'il y a quelque chose qui nous fait mal. S'isoler aussi, pas trop en parler, pas trop vouloir embarquer sur ce terrain-là qui peut être glissant. Et tout ça va finir par entretenir la stigmatisation, hein, parce qu'on n'ose pas en parler, on n'ose pas dire qu'on souffre, parce qu'on va penser qu'on entre directement dans la catégorie santé mentale, qu'on a besoin d'aide professionnelle. Et là, on est plusieurs à résister, à dire, oui, moi, j'ai besoin d'aide professionnelle pour finalement continuer à fonctionner dans quelque chose qui devrait pourtant faire partie de mon travail. Donc, essayez de sortir un peu de cette approche réactive-là, d'attendre d'être en détresse avant d'aller consulter, d'attendre de voir que vraiment notre collègue est en détresse avant de lever un drapeau. Au lieu de reconnaître, je vous dirais surtout dans le contexte qu'on vit depuis 1 an, au lieu de reconnaître l'ampleur des défis, hein, d'anticiper qu'on vit tous des réactions normales de stress, surtout en ce moment, puis que ça se peut qu'on souffre sans nécessairement avoir un problème de santé mentale. Et cette souffrance-là, il faut en parler. Il faut en parler avant que ça devienne autre chose. Et si on ne le fait pas, bien, on va sous-utiliser justement les ressources qui sont mises à notre disposition.
Et finalement, on finit par contribuer à ce que le problème grossisse, on finit par contribuer à ce que la détresse morale prenne de plus en plus de terrain, alors que si on en parle, il y a des choses qu'on peut faire, je dirais, en gang. Juste une petite précision, encore une fois, okay? Parce qu'effectivement, je vois que les enjeux psychologiques, les enjeux moraux, là, ça a l'air de toucher beaucoup les gens qui nous écoutent. Et avec raison. Je vous donne juste un exemple. Dans toutes les lectures qu'on faisait il n'y a pas tellement longtemps, moi, je suis tombée sur un webinaire de l'Institut national en santé publique du Québec. J'avais l'impression que vraiment, il s'en allait traiter de la détresse morale pour finalement réaliser que ce que nous, là où on voyait de la détresse morale, eux, ils appelaient ça le travail émotionnellement exigeant. Et on était sur les émotions, puis on dirait qu'on occultait toute la dimension morale de la chose et qu'on, dans les stratégies, justement, on était uniquement dans des stratégies individuelles. Donc, on parlait à quel point la situation pouvait être difficile émotivement, mais on revenait toujours à l'individu, lui, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, il n'y avait pas grand-chose de novateur là-dedans. Et l'autre chose aussi qui m'a frappée dernièrement, c'est justement M. Freeman qui nous a envoyé un bel article de Sri Aram. Et le titre de l'article, déjà là, est éloquent. Il mélange burn-out et détresse morale, de un. Et c'est une espèce c'est une revue de portée, c'est pas une revue de littérature qui est très exhaustive, c'est une revue de portée, mais c'est quand même intéressant parce que les auteurs précisaient bien à quel point, dans toutes les recherches qu'ils avaient faites, ils n'avaient pas trouvé d'intervention spécifique à la détresse morale, alors que pourtant, ça semblait être un construit spécifique. Donc, avis aux chercheurs à l'écoute, je pense qu'il y a il y a un sujet là, une mine d'or à explorer. Et donc, oui, alors maintenant qu'on en a parlé abondamment de la détresse morale, qu'est-ce qu'on fait pour la diminuer? Je reprends la parole parce que ça peut sembler paradoxal ce qu'on va dire là. On n'arrête pas de dire qu'il faut sortir de l'individu, puis là, on vous arrive avec une belle diapo qui sont les stratégies individuelles de coping. Il faut quand même comprendre, je le répète, que la détresse morale se vit à l'intérieur de la personne. Donc, si la personne souffre, même si c'est une souffrance qui est normale, qui n'est pas pathologique, elle souffre. Qu'est-ce qu'elle va faire quand même pour avoir la capacité, malgré cette souffrance-là, de se mobiliser pour aller à l'extérieur, qui est la source du problème? Donc, d'abord et avant tout, il faut qu'elle soit en mesure de prendre conscience de ses inquiétudes, de reconnaître sa propre détresse morale. Donc, reconnaître qu'il y a un malaise et identifier les sources de ce malaise-là qui sont dans la détresse morale. Allez valider les faits pour voir, est-ce que ce que j'observe, là, y a-t-il quelque chose que j'ai mal compris ou effectivement, je suis dans quelque chose qui est très moral comme problématique. Ensuite de ça, l'autre chose, c'est d'éviter de prendre des décisions moralement difficiles seul. Vraiment d'aller partager le fardeau en équipe. Vous savez, quand on est dans une problématique morale, c'est pas dans le feu de l'action qu'on est capable d'évaluer et de gérer ça. Et pour ce faire, il faut se référer à des personnes de confiance, nommer ce qu'on vit, partager le fardeau de la situation. C'est juste de dire à un collègue, hey, ça a-tu du bon sens, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Ça n'a pas de bon sens. Puis je dirais, d'échapper cette phrase-là à quelqu'un en qui on a suffisamment confiance, qu'on sait qu'il ne nous rabaissera pas en nous disant, ben voyons là, hein, renforce-toi, tu es capable. Mais que ce collègue-là est capable d'aller dire lui aussi, ouais, franchement, tu as bien raison, ça n'a pas de bon sens. On est vraiment en train d'affronter quelque chose qui est plus gros que nous. Ah, regardons, tout d'un coup, on est deux à dire la même chose. Et juste par cette petite phrase-là, ben, on se donne un coup, on continue. Puis, ça peut aussi nous donner le courage d'aller un peu plus loin, hein, d'aller se référer, par exemple, au supérieur immédiat, d'aller nommer des choses, dire, écoute, on constate que là, vraiment, on agit sous une contrainte qui est excessivement difficile. Qu'est-ce que tu en penses? Y a-t-il des choses qu'on pourrait mettre en place pour diminuer cette espèce de souffrance-là qu'on ressent tous? L'autre chose aussi, c'est de toujours garder à l'esprit les choses sur lesquelles on a du pouvoir. Okay? Donc, si on adresse justement la problématique au supérieur immédiat, c'est qu'on a fait ce constat-là, c'est-à-dire, bon, j'ai peut-être pas le pouvoir de régler la situation, mais j'ai le pouvoir d'en parler par contre. Entretenir aussi le sens qu'on va donner à la vie puis à sa profession. J'ai peut-être pas le pouvoir en ce moment de sauver tout le monde, mais c'était quoi au départ mon travail? C'est d'essayer de soulager. Donc, je vais faire tout ce que je peux en mon pouvoir dans la situation actuelle. Et relativiser aussi les situations. Si on n'a pas pu agir selon ce qui nous semblait le mieux, de relativiser. J'ai fait tout ce que je pouvais dans le contexte dans lequel j'étais. J'ai entendu, il n'y a pas tellement longtemps,
un médecin, justement, à qui on posait la question, mais comment vous avez fait pour fonctionner en voyant autant de morts puis en pouvant jamais rien faire? Puis il a réfléchi, puis tout bonnement, il a dit, ben, au moins, je lui ai tenu la main. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Et je pense que ça met bien la table à la suite des choses. Donc, Félix, je te laisse maintenant la parole. Oui, parfait. Donc, on va passer aux stratégies individuelles, mais un peu plus larges. Donc, on parle de résilience morale. Qu'est-ce que la résilience morale? Ben, c'est la capacité de garder ou de restaurer son intégrité en réponse à un problème, une confusion, une complexité ou une détresse morale. Faut insister vraiment sur l'aspect garder, restaurer. Là, c'est complémentaire dans le sens que c'est pas nécessairement de lutter, rester fort, ne pas plier, mais c'est de, oui, plier peut-être, mais de revenir à un état où on se sent mieux. Avec la résilience, c'est à la fois être souple, puis, mais de revenir à un état de plus grand confort. Donc, la résilience morale fait également référence à la capacité de garder un sens significatif de la vie, peu importe les circonstances et les difficultés morales vécues. Les facteurs qui témoignent de la résilience, bon, d'abord la sensibilité morale. Là, on a eu la question, puis effectivement, c'est assez central de reconnaître la situation, qu'il y a un problème moral, là, ou éthique, donc il y a un conflit, il y a des valeurs auxquelles on tient qui sont bafouées ou soit un individu ou un système, une organisation va contre des valeurs pour lesquelles auxquelles on accorde l'importance. Donc, c'est une capacité ainsi qu'une incapacité, donc un manque parfois de sensibilité morale de l'acteur à faire l'expérience d'une rupture, d'une déstabilisation. Il s'agit là de la phase initiale du traitement d'une situation, celle qui fait entrer l'acteur en situation. Donc, par rapport au déni moral qu'on entend aussi, là, la sensibilité morale, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. C'est la première étape pour le changement. Avoir une capacité d'adaptation au changement aussi fait partie des facteurs qui aident la résilience morale. Puis finalement, l'ouverture à différentes visions. Donc, d'avoir une pensée plus ouverte pour être capable de voir est-ce que c'est moi qui, dans la situation, peut-être avait des valeurs ou des principes qui s'appliquent moins ou que c'est peut-être une vision autre qui est à valoriser dans la circonstance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau micro et méso? Donc, on a parlé des stratégies individuelles qu'on a appelées micro. Méso, c'est plus au niveau de l'équipe, au niveau des structures intermédiaires. Donc, ce qui pourrait être conseillé, là, on parlait des gestionnaires terrain, là, d'associer une personne débutante avec une personne expérimentée peut être une façon de diminuer la détresse morale, avoir un soutien entre collègues, donc d'avoir une équipe qui s'entend bien, avoir des espaces en équipe pour se permettre d'échanger, de favoriser le soutien par les pairs. Donc, encore là, quand on parle de gestionnaire, d'organiser des moments là, où on peut discuter, pas nécessairement à tous les jours, mais certaines littératures suggèrent à tous les mois, par exemple. Par quelle méthode? Bien, il y a la méthode du dialogue. Donc, ce n'est pas non plus n'importe qui, n'importe comment que ça se fait. Il y a Bellan là, qui suggère la méthode du dialogue, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui se connaît en éthique, un éthicien qui fait de la recherche, qui connaît les méthodes qualitatives du dialogue, de l'animation, de groupe, de discussion, ou de focus group, d'avoir un soutien hiérarchique, médical et cognitif dans la situation, d'avoir aussi un lieu de développement de la compétence éthique, donc d'être capable d'écouter l'autre, d'avoir vraiment prendre une décision sur la situation, dans l'idée d'une éthique du consensus, ou d'arriver ensemble à peser les pour et les contre au niveau pratique et théorique pour arriver à une décision qui est la meilleure. Avoir un espace libre d'expression avec un respect mutuel, un espace de co-construction dont je parle du consensus, qui mène au changement. Puis pourquoi? Ben, c'est vraiment pour augmenter la qualité des soins, l'ordre aussi dans la discussion, avoir un mieux vivre ensemble, puis augmenter la responsabilité de chacun, la solidarité aussi au sein des équipes, puis d'avoir une éthique plutôt autorégulatoire, c'est-à-dire que ce soit au sein des équipes, même que ça se passe plutôt que d'attendre que, par exemple, le collège des médecins débattent, puis soit dans une mention plus punitive, si on se rappelle des médecins, mais les autres professionnels, ou de dire, ben, on applique la règle bêtement sans vraiment nécessairement l'appliquer de façon plus pratique ou pragmatique, si on veut.
Donc, c'est sûr que, comme je disais, là, la mise en garde, ben, c'est pas nécessairement n'importe qui, n'importe comment. On se dit, on va s'asseoir et on va jaser en groupe. Là. Dans les France avait l'image de dire on met un crachoir puis tout le monde crache dedans, puis à la fin, tout le monde est plus en maudit qu'au début. Donc, c'est pas nécessairement pour ventiler ses frustrations, mais c'est vraiment des moments pour répondre à des questions et où on va vraiment arriver à une résolution du conflit ou de la problématique éthique. Encore là, comme je disais, dans le respect, en visant un consensus, puis en améliorant la solidarité pour avoir des meilleurs soins finalement. Encore au niveau micro et méso, au niveau encore là des gestionnaires d'équipe, donc c'est de connaître et d'assimiler les concepts de détresse morale, être capable de l'identifier et le comprendre, là, ce concept. Donc, d'assister à des conférences comme on fait aujourd'hui, des ateliers, tout ça. Donc, ça, c'est important. Reconnaître sa propre détresse. Là, les gestionnaires sont aussi des agents moraux, des agents éthiques. Là, donc, ils ont leur propre agentivité. Donc, ils doivent reconnaître qu'ils peuvent être en détresse. Donner l'exemple là, en matière d'adaptation, comme je disais, d'organiser des séances de discussion et autres, une culture du respect. Se préparer à aborder les difficultés morales et éthiques, parce qu'il va y en avoir, c'est certain. Donc, d'être au courant que ça va arriver, de ne pas être dans le déni, de dire « Ah, mes équipes sont tellement bonnes, ça n'arrivera jamais ». Ensuite, d'être proactif, d'anticiper, de nommer les situations à risque. Déjà au sein des équipes, de dire ben, on a vécu telle chose, on va se rassembler, prochaine rencontre, là, dans la semaine prochaine, il est prévu, on va en discuter. Puis, bien sûr, là, intervenir auprès du personnel en considérant l'importance du concept de conflit de valeurs. Donc, chacun a des valeurs selon son passé, ce qu'il a vécu, tout ça. Donc, peut amener tout ça à la table. Puis, en faisant la promotion de l'ouverture d'esprit, le dialogue, du consensus. C'est comme ça qu'on arrive à rallier là, certaines valeurs pour avoir une décision plus éthique qui est, bien sûr, là, de reconnaître les bons coups, les trouvailles bénéfiques, les réussites. Donc, de ne pas s'attribuer tout le mérite, de reconnaître dans l'équipe que des bons coups ont été faits ensemble par les discussions, justement, dont je parlais. Encore au niveau des gestionnaires, d'avoir un bon soutien au niveau de l'équipe, d'avoir du temps pour des rencontres, comme on a mentionné, répondre aux besoins d'expression de la détresse morale, de ne pas essayer de cacher ça en dessous du tapis ou dire « Ah non, mon équipe est tellement bonne », puis finalement, ne pas adresser les problèmes en lien avec la détresse morale, aider le personnel à identifier les sources de détresse morale, les interpréter, à leur donner des exemples concrets. Donc, d'avoir quand même une formation, des connaissances en éthique, là, ça va aider à ce niveau-là. Encourager le personnel à parler de leur vulnérabilité, limites ou problèmes psychologiques sans crainte d'être blâmé. Donc, pas dans une culture du blâme. Puis, c'est ça qui est intéressant là, avec les présentations que j'ai mis dans la conversation, là, la culture éthique, concept très important, intéressant. Puis, pas banaliser le vécu du personnel, comme Amélie disait, d'aller voir quelqu'un puis de dire « Ah ben non, voyons, il n'y a rien là, notre travail est stressant, il faut que tu t'adaptes. » Non. Bien comprendre qu'il y a un vécu difficile, favoriser la cohésion, le moral de l'équipe, puis bien l'encadrer, comme on disait, par des discussions, puis faire régulièrement le point sur le bien-être des membres. Donc, c'est sûr, ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on vise, ce qu'on suggère. Aussi, là, de communiquer clairement et honnêtement la situation à son équipe et de préparer à ce qu'il risque de vivre. Donc, faire preuve de franchise, transparence et empathie. Là, ça, c'est assez central, là, la notion d'empathie. S'assurer de transmettre l'information à tout le personnel en un seul lieu. C'est surtout préférable parce que l'idée, c'est de ne pas nécessairement d'avoir des messages divers, des messages qui peuvent être confondus là, par leur transmission. Qui se fait de façon différente, avec différents mots, etc. Donc, vraiment avoir tout le monde autour de la table quand on a des messages à faire passer. Le caractère exceptionnel des événements actuels, là, particulièrement avec la COVID. Puis on le sait tous, là, on est tous affligés, on est tous confrontés dans nos valeurs, puis dans notre vie personnelle. Donc, de reconnaître ça aussi, c'est important. Puis de renforcer la motivation de chacun à bien accomplir ses tâches malgré le contexte actuel. Donc, puis maintenir une stabilité le plus possible. Là. On sait que ce n'est pas évident en ce moment, mais de permettre les pauses, les repas en petits groupes, viser un leadership fort et empathique à pas. Puis ce leadership-là fort et empathique dont on parlait, ça peut apporter un sentiment de sécurité à l'équipe et aider après ça dans la discussion. Donc,
tout s'influence à ce niveau-là. Puis consulter des ressources en éthique dans des situations complexes et difficiles. Puis c'est sûr qu'au début, bon, c'est pas tous les gestionnaires qui ont des formations en éthique, mais de savoir aller chercher les ressources. Donc, on n'est pas obligé de tout savoir, mais au moins d'avoir quand même quelques ressources, là, dont les comités d'éthique, dont l'IDEA, etc. Maintenant, au niveau de la détresse morale, comme vous voyez, là, on a vraiment réparti entre l'individu, on parlait un peu plus tôt, mais au niveau intermédiaire, puis maintenant au niveau aussi plus large, au niveau de l'organisation même, là. Donc, c'est à tous les niveaux qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience puis des changements. Puis c'est là l'importance de faire la différence entre détresse morale et psychologique, parce que là, en détresse morale, on est vraiment à plusieurs niveaux. Quand on prend acte des stresseurs moraux intrinsèques vécus par le personnel au niveau de l'organisation, ça aide à diminuer la détresse. Il faut aussi qu'il y ait une promotion de la culture de soutien au travail, faciliter l'accès à divers services d'aide. Donc, c'est pas juste les gestionnaires là, intermédiaires ou proches du personnel qui doivent faire ça, c'est vraiment l'organisation en général là, qui a cette responsabilité-là pour donner les moyens aux gestionnaires d'appliquer les mesures, donner de la formation pour reconnaître les signes et les détresses morales chez le personnel pour les gestionnaires. Se doter de politiques fondées sur des données probantes pour orienter les décisions difficiles sur le plan éthique. Donc, il y en a de plus en plus des données probantes sur la détresse morale. Beaucoup de choses qui se font aussi sur au niveau des organisations. Donc, important de baser ces politiques sur ces données. Puis attribuer des ressources, même limitées, ou militer en faveur de l'attribution de ces ressources-là un peu plus haut même, là, au niveau du ministère. Alterner le personnel dans des postes moralement éprouvants, des postes moins éprouvants. Ça, c'est quand même assez essentiel là, de ne pas mettre tout le temps les mêmes gens dans les mêmes situations difficiles, là, parce que c'est sûr que là, la résilience a ses limites. Là, comme n'importe quel roseau peut casser à un moment donné, là, même s'il est très souple, il peut plier et casser. Donc, vraiment, changer les roseaux de place. Éviter le top-down. Bon, ça, c'est pas facile avec la nouvelle administration publique, mais disons que ça doit être un rôle au niveau de l'organisation de militer pour un changement de vision à ce niveau-là. Privilégier la rotation de corps de travail dans le sens horaire pour éviter justement la fatigue physique, pour avoir plus de résilience à la fatigue morale. Ne pas laisser les travailleurs de première ligne prendre seuls des décisions difficiles sur le plan éthique en laissant une marge d'autonomie. Donc, c'est un jeu peut-être difficile ou un équilibre difficile à atteindre, mais l'importance de l'autonomie professionnelle, tout en ayant des lignes assez claires pour guider. Donc, avoir des guides clairs, mais une certaine marge d'autonomie, encore là, pour faciliter cette résilience-là et diminuer la détresse morale. Soutenir les équipes dans l'organisation, consulter les équipes terrain, faciliter la communication entre les instances, entre les équipes d'intervenants. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs changements là, au système de la santé, mais militer pour justement être capable d'avoir ces contacts-là, revoir ces contacts-là qu'on avait possiblement plus avant. Là. Visualisation des mesures de prévention efficaces aussi, au niveau de la détresse morale. Encore au niveau de l'organisation, donc on vous donne quand même pas mal de ressources aujourd'hui. J'espère qu'on ne vous en donne pas trop, mais au moins, vous ne partirez pas les mains vides. Donc, favoriser l'enseignement, la formation. Des formations mieux adaptées à la résolution de problèmes éthiques. Donc, comme on parlait, là, avec un empowerment des équipes. Comme on dit, ça ne se fait pas de n'importe quand. Comment on ne s'assoit pas sur le coin du table pour jaser. Là, ça prend quand même un peu plus de formation, de connaissances. Ne pas négliger les fournisseurs de services informels, les bénévoles, là, qui sont témoins de situations moralement difficiles, qui ne sont pas nécessairement outillés, qui n'ont pas accès aux mêmes ressources que les professionnels. Donc, il ne faut pas les oublier. C'est des acteurs importants dans nos organisations. Puis, veiller à ce qu'il y ait les ressources pour leur santé et leur sécurité. Aussi faciliter l'accès à certains services améliorant la qualité de vie du personnel. Ça, c'est vraiment plus au niveau des organisations, mais qui a un impact micro qui peut quand même aider à avoir plus de résilience. Donc, avoir du temps pour les formations, libérer, payer pour être des incitatifs. Des soutiens téléphoniques par les pairs professionnels, donc des gens qui comprennent la réalité terrain. Puis fournir un service de soutien psychologique pendant la pandémie, ainsi qu'après. Puis faciliter son accès sans jugement et avec ouverture d'esprit.
Donc, autre piste de solution pour diminuer la détresse morale, nouveau méso et macro. Donc, pour les professionnels, vous avez vos associations, fédérations, syndicats, travailleurs de la santé aussi, là, qui ne sont pas nécessairement professionnels, différentes associations, syndicats, qui ont déjà ils ont une vision, oui, politique, là, ils veulent faire valoir certains intérêts de leurs membres, mais quand même peuvent vous aider, vous soutenir si vous vivez des situations difficiles qui doivent être changées au niveau macro, au niveau politique, là, vraiment, quand il y a un problème systémique. Là, j'ai parlé d'une nouvelle administration publique, mais d'autres considérations plus politiques ou administratives, c'est des associations qui peuvent aider. Il y a d'autres associations qui sont moins politiques, là, comme le Collège royal des médecins, Agrément Canada, qui ont beaucoup de pouvoir, mais qui n'osent pas toujours l'utiliser. Mais c'est à force d'avoir des membres qui leur demandent d'agir, qui font faire bouger les choses ou tenter de faire bouger les choses. Ici, un petit bémol, là, les ordres professionnels, je pense que c'est assez variable d'un ordre à l'autre. Moi, j'ai eu une expérience un peu difficile avec le Collège des médecins, mais je pense que c'était justement que la détresse morale n'est pas nécessairement connue par tous. Fait que ça montre encore plus l'importance d'une présentation comme aujourd'hui. Mais c'est certain que si c'est une question de déontologie pour la défense des droits des patients, sont là pour vous. Là, même le Collège des médecins, mais défendre la détresse morale, tout ça, certains concepts, c'est peut-être plus difficile encore pour certains ordres. Les partis politiques peuvent être une solution. Bon, c'est sûr que vous faites taguer d'avoir conservateur, libéral, Parti québécois, etc. Mais ils ont quand même certaines perspectives qui peuvent vous aider si l'enjeu est politique ou au-dessus vraiment d'un enjeu local. Ils ont leur propre programme, leur intérêt, leur stratégie, mais ça peut être quand même utile pour avoir quand même eu certaines conversations en certains partis. Ça peut aider pour différentes causes le plus politiques. Les assurances professionnelles, là, pour les médecins, il y a la CPM. Souvent, ils viennent quand le problème est survenu, quand il y a une plainte, tout ça, là, mais ils peuvent aider aussi avant pour tout ce qui est conseil juridique. Journaliste, radio, télé, c'est sûr qu'il faut que vous connaissiez bien votre code de déontologie. Qu'est-ce que vous avez le droit de dire, comment vous avez le droit de vous présenter, utiliser votre titre, mais parfois, là, c'est des bons moteurs de passer des messages, faire changer les choses, ou au moins faire rendre compte aux politiques, aux décideurs qu'il y a un problème sur le terrain. Puis, bon, il y a les règlements institutionnels et la culture de milieu aussi qu'il faut que vous soyez au courant avant de faire affaire avec les médias pour vraiment pas vous mettre dans le trouble. Il y a un cours à l'Université Laval sur le lien avec les médias qui est intéressant. Il y en a quelques-uns. Donc, en faisant un Google, vous pouvez rapidement trouver. Puis, il y a d'autres organisations aussi qui donnent des cours comme ça là, sur lien avec les médias. Là, je parlais de la CPM pour les médecins, mais il y a d'autres associations, là, organisations qui peuvent aussi. C'est sûr que leur but, les journalistes, c'est de livrer un message, là, une information. Donc, pas nécessairement de faire valoir votre point de vue, mais si vous avez une information à une problématique qui est observée, souvent, ça peut intéresser. Il y a certains commentateurs qui peuvent vous demander sur les sujets dont vous voulez parler, qui vont être là pour argumenter avec vous, mais ça peut faire valoir votre point ou une certaine problématique. Il faut, dans ce contexte aussi, bien connaître le public, là, à qui on va s'adresser, à qui on va parler, qui est le public du journaliste, du média avec lequel vous faites affaire, puis qui est le journaliste ou l'interlocuteur, commentateur, éditorialiste, ou etc., à qui vous parlez pour ne pas vous faire prendre non plus des fois dans des arguments ou différentes techniques d'entrevue qui peuvent être moins loyales, disons. Mais attention, pas toujours utile. Il y a aussi le service de relations publiques, là, des hôpitaux, des centres du CIUS, par exemple. Puis encore là, c'est important d'avoir l'avis de gens, des supérieurs de confiance, là, qui ont peut-être déjà fait des entrevues, des gens passés à la télé, déjà eu des contacts avec des journalistes pour voir comment ça s'est passé, supérieurs aux collègues ou des amis même. Donc, pour faire passer un message encore le plus large. Au niveau micro, méso et macro, là, qui a quand même plusieurs niveaux. Commissaire aux plaintes peut régler un problème local, un problème avec une situation, mais peut aussi faire des recommandations plus larges. Là, par exemple, dans le cas de maltraitance en CHSLD, patients sous régime de protection, là, c'est même une obligation de se référer à eux. Donc, eux peuvent faire ensuite des recommandations, protecteurs, c'est une protectrice du citoyen, curateur public pour les patients inaptes. Puis, il y a le
comité régional d'intervention des intervenants pivots, là, qui est un comité pour la maltraitance. Là, il y en a dans toutes les organisations, il y en a aussi sur la capitale nationale. Puis, si vous êtes témoin de situations de maltraitance là, par rapport surtout aux personnes âgées, mais d'autres situations, là, c'est un organisme qui peut vous aider justement avec les liens qui ont un peu plus haut niveau gouvernemental ou dans diverses associations. Donc, ça va avoir un impact au niveau microscopique, mésoscopique ou macroscopique, là, à tous les niveaux. Donc, en conclusion, après toute cette déferlante de définitions et de moyens pratiques pour s'en sortir, il faut se rappeler que personne n'est à l'abri de vivre de la détresse morale. Donc, éviter le déni. Tous les acteurs d'un établissement de santé peuvent en vivre à différents niveaux, que ce soit les intervenants, médecins, gestionnaires, personnel d'entretien, personnel administratif, etc. Donc, tout humain est à risque, ou toute humaine aussi. Vivre de la détresse morale est une réponse saine, c'est-à-dire on ne veut pas nécessairement pathologiser en disant une problématique psychologique nécessairement, allez vous référer au programme d'aide des employés. Non, il y a une problématique qui est morale, qui est sur les valeurs, les principes, qui est sur un événement moralement dérangeant ou difficile, puis on peut agir à plusieurs niveaux, on vous l'a montré, on a donné plusieurs pistes de solutions. Donc, vraiment, la détresse morale n'est pas que l'affaire d'un individu qui a une maladie, une problématique de santé mentale, mais ça peut en venir là, comme on l'a bien dit. Les conséquences de la détresse morale affectent également l'organisation, augmente le risque d'erreur dans les soins prodigués, désengagement de la part des soignants dans leur travail et risque au plus grand nombre de travailleurs de la santé qui quittent leur profession. Donc, ça revient un peu à certaines questions qu'on avait dans le chat, là. Effectivement, ça peut être un risque, là. Quand on a l'impression qu'on ne peut pas agir, qu'on ne sait pas quoi faire, il y a des gens qui se désengagent puis partent du réseau. Au niveau de la responsabilité collective, autant quand on est employé, gestionnaire, on est une organisation responsable dans l'organisation, gouvernement et autres instances. C'est une responsabilité de tous. Là. Il ne faut pas la diffuser, la responsabilité. Là. Il faut vraiment chacun réalise à son niveau quelle est sa responsabilité pour agir. On en a mentionné des pistes, mais à garder en tête. Puis il faut prévoir là, les facteurs de risque et mettre en place des mesures pour repérer les contraintes externes et favoriser le climat de travail. Donc, une solidarité, soutien entre les pairs, etc. Donc, ne pas attendre que la détresse apparaisse pour agir, modifier les politiques pour réduire la détresse. Malgré que là, on en a déjà vu beaucoup, là, donc c'est déjà le temps d'agir.